Je veux remercier le docteur Julie Bruno là, de me donner l'occasion de vous entretenir un peu de l'expérience que l'association a vécue avec beaucoup d'entre vous d'ailleurs, parce que beaucoup d'entre vous avaient été associés à ces deux événements que sont le sommet francophone sur la réduction des méfaits et HR 17. Alors, deux événements qui nous ont amenés à travailler avec l'international et qui, en mai dernier, je pense, ont mobilisé un grand nombre d'acteurs dans le réseau de la dépendance autour de l'enjeu de la réduction des méfaits. Alors, j'ai décidé de commencer par la fin. Alors ça, cette photo-là a été prise à la clôture du sommet francophone. Vous avez là, sur la photo, les collègues qui, avec moi, ont organisé le premier sommet francophone sur la réduction des méfaits. Sommet francophone, évidemment, qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu HR 17 qui avait été confié à l'association en partenariat avec Harm Reduction International. Alors, ce sommet francophone, il existe parce que HR 17 a d'abord été un mandat confié à l'association. Vous avez les 4 dirigeants des associations qui regroupent des professionnels dans la francophonie, dans une petite partie de la francophonie, là, on s'entend. Alors, Sébastien Alexandre, qui est à l'extrême gauche, là, qui est directeur de la FEDITO bruxelloise en Belgique. Jean-Félix Savary, qui est le secrétaire général de l'AGREA, le groupe roman d'études d'addiction en Suisse. Nathalie Latour, qui est déléguée générale de la Fédération Addiction en France, et moi-même. On m'a demandé de faire le bilan des retombées de ces événements internationaux, à la fois pour la nouvelle association que je représente, qui existe depuis 2 ans, la IDQ, mais aussi pour le Québec, puis peut-être aussi un petit peu pour le Canada. La première retombée, là, puis peut-être que vous le voyez sur la photo, là, c'est des gens heureux. C'était important que je vous montre cette photo parce que ça faisait quand même 18 mois qu'on travaillait ensemble, puis manifestement, on a l'air content du résultat de la clôture de cet événement-là. Et moi, ce que j'en retiens le plus, honnêtement, malgré tous les efforts, peut-être malgré aussi les autres retombées dont je vous ferai écho tout à l'heure, c'est le plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces gens-là, à la fois avec la francophonie, mais aussi via HR 17 avec les collègues à l'international. Beaucoup de plaisir, beaucoup de motivation dans une période, comme le dit mon collègue Michel, où les associations ont peu de place là, actuellement au Québec là, dans l'expression de leur qualité, de leur voix, etc. Alors pour nous, ça a été une belle occasion, en tout cas de l'oxygène là, offert qui a permis qu'on a traversé, disons, la dernière année avec du plaisir malgré tout. Alors, tout ça a commencé, je l'ai dit, 18 mois plus tôt. C'est quand même beaucoup de travail, organiser des événements de cette envergure-là. Ça a commencé en septembre 2015, un peu par accident, au pied levé. La direction de santé publique du ministère nous téléphone pour savoir si on ne prendrait pas le relais de l'INSPQ pour poser notre candidature afin d'accueillir la conférence internationale à Montréal. Alors, probablement que c'est parce que j'étais à mon bureau au moment où le téléphone a sonné, mais moi, j'ai dit oui à ce moment-là assez spontanément, sans trop savoir dans quoi je m'aventurais, bien honnêtement, et aussi parce qu'on avait l'appui à ce moment-là à la présidence de la IDQ, Serge Brochu, directeur scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances, qui croyait beaucoup, je pense, comme moi, à l'importance là, de s'investir dans des événements de cette nature-là. Alors, en octobre, puis là, il a fallu se tourner assez vite parce qu'en octobre 2015, il fallait envoyer une délégation du Québec en Malaisie parce que l'événement, la conférence internationale, se déroulait à ce moment-là à Kuala Lumpur. C'était la 24e édition et il fallait procéder à l'opération séduction à ce moment-là.
Donc, déjà, aller préparer le terrain pour que Montréal, la candidature de Montréal, soit bien accueillie. Alors, ce qu'on a fait, on a trouvé un volontaire qui a bien voulu prendre l'avion en 2 semaines et puis se présenter là-bas, accompagné évidemment d'une personne, d'un représentant du ministère et d'un représentant là, des milieux de la réduction des méfaits. Et c'était Louis Letellier de Saint-Just qui avait bien voulu agir à ce titre. Alors, en novembre 2015, une délégation de la Fédération Addiction est au Québec pour un projet qui s'appelle Tapage. Et il y a là une première occasion de rencontre privée, et c'est un peu grâce aussi à notre président de l'époque, Serge Brochu, qu'une rencontre a pu avoir lieu avec la Fédération Addiction pour commencer à discuter de la possibilité d'organiser en marge de la conférence un premier sommet francophone. En janvier 2016, la visite d'inspection de HRI a probablement été profitable, puisque tout de suite, le mois suivant, la candidature de l'AIDQ a été retenue. On était en compétition quand même avec 2 autres pays, dont je ne me souviens même plus le nom, mais il y avait de la compétition, donc ce n'était pas acquis que Montréal allait obtenir là, la conférence. Avril 2016, je veux juste rappeler qu'il y a eu un ONGAZ à New York en avril 2016 et que ça a été une occasion pour les pays francophones de resserrer les rangs parce que je ne veux pas refaire l'histoire. Mais dans ces événements internationaux-là, la voix francophone a très peu d'espace. Alors, c'est vrai à l'intérieur de la conférence internationale sur la réduction des méfaits, où les pays francophones ont toujours un peu de difficulté là, à se démarquer. Mais dans un événement comme celui-là aussi, et comme on avait initié un petit mouvement là, avant la tenue de cet événement d'importance, il y a comme eu, ça a été une occasion, je trouve, de se solidariser, de resserrer les rangs, et ça a confirmé l'importance qu'il y ait des rendez-vous, peut-être, entre pays francophones plus fréquents, pour partager l'expérience, pour essayer de profiter les uns des autres des bonnes pratiques qui sont mises en place ailleurs. Alors, en mai 2016, on a concrétisé l'organisation de ce sommet-là. Le Québec est allé à Paris, a tenu une première rencontre avec les vis-à-vis dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on a confirmé qu'il y aurait sommet francophone en marge de la conférence, et les travaux ont débuté officiellement en juin. Alors, les défis de travailler à l'international, ils sont nombreux, mais d'abord, c'est pas parce qu'on partage la même langue qu'on se comprend. Et ça a été tout un exercice d'essayer de bien arrimer la compréhension de ce que fait les uns et les autres. Par exemple, là, au Québec, on parle de dépendance. Hein? Quand on parle d'addiction, on parle plutôt de dépendance. Bon, les dépendances en Europe, c'est un vocable qui est rattaché à la perte d'autonomie des personnes âgées. Alors, les dépendances en France, c'est rattaché aux personnes âgées. Donc là, il a fallu comme se mettre à niveau, puis aussi adopter un langage commun, sans dénaturer. Évidemment, on organisait l'événement à Montréal, il fallait que ça reflète quand même un peu la réalité, la façon d'appeler les choses là, nord-américaines, mais en même temps, on voulait faire de la place là, à nos collègues. Or, on ne parle pas de réduction des méfaits en France ou en Europe, on parle de réduction des risques, de la RDR même, là, c'est devenu l'acronyme là, pour appeler tous ces services, toute cette approche-là. On fait de la représentation au Québec, on fait du plaidoyer en Europe. Alors, voilà des exemples là, de vocables là, qui ne sont pas du tout les mêmes pour appeler les choses, donc il a fallu s'adapter. Il y a des différences aussi importantes dans les cultures et les approches. Les Nord-Américains, on est reconnus pour être très, très pragmatiques, très concrets, très résultats, alors que nos amis européens sont beaucoup plus idéalistes, beaucoup plus politiques que nous, prennent un temps beaucoup plus important s'entendre sur une orientation. Donc, il faut être patient comme Nord-Américain pour travailler avec la francophonie.
Le Québec aussi est plus isolé que les pays européens. Hein? La France, la Belgique, la Suisse, ils sont à 2 heures de route les uns des autres. C'est facile pour eux de se réunir, de se voir, de communiquer. Alors que nous, on est beaucoup plus éloignés. Les réflexes ne sont pas là. On ne peut pas participer à toutes leurs activités comme eux ont l'habitude de le faire. La Suisse va aux activités de la France, etc. Alors, nous, on était beaucoup plus isolés là, par rapport à cette francophonie-là. Les ressources non plus ne sont pas les mêmes. L'entraide est absolument nécessaire. Par exemple, là, la FEDITO en Belgique était dans une année là, plutôt difficile. Elle n'aurait pas pu participer si les autres pays n'avaient pas accepté là, de mettre l'épaule à la roue, d'offrir un soutien financier pour que les Belges puissent participer à Montréal. Et on s'est dit qu'à tour de rôle, là, dépendant de qui serait en difficulté au moment où on organisera les prochains rendez-vous, il y a cette forme de solidarité maintenant qui existe là, entre les pays pour faciliter la participation des uns ou des autres, ce qui est très important. Puis il faut y mettre le temps, puis il faut y mettre l'énergie. Et puis, d'une certaine façon, ça prend un leader. Jusqu'ici, c'est beaucoup la IDQ qui a assumé le leadership de ce début je ne veux pas parler de coalition, mais disons, de collégialité là, entre pays francophones. J'espère que ce ne sera pas toujours à la IDQ là, d'assumer la suite des choses, mais encore aujourd'hui, là, si un prochain rendez-vous existe, il faudra que la IDQ là, assume une partie de ce volontariat-là. Alors, les retombées pour la IDQ, le Québec, d'abord, c'est en termes de rayonnement, de reconnaissance. Nous, on venait tout juste d'exister. La IDQ a été créée à l'automne 2015 et ce mandat-là lui a permis là, de réseauter, de rayonner là, très largement. Pas seulement à l'international, au sein même du Québec. Là, nous, on a eu la possibilité de se rapprocher beaucoup là, de toute cette communauté dans le secteur de la santé publique, avec des gens avec lesquels on avait peu ou pas travaillé là, dans le passé. Alors, ça veut dire ministère, Direction de santé publique, ASPQ, INSPQ. Beaucoup avec les organismes en réduction des méfaits. C'était aussi, en tout cas pour moi, un réseau que je connaissais moins bien et avec lequel j'ai eu la chance là, de travailler dans les 18 derniers mois. Et les associations d'usagers de drogue. Je tiens à insister sur ça. J'ai voulu les nommer parce qu'ils ont été très, très, très importants. Moins pour le sommet, mais beaucoup pour la conférence internationale. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup en souterrain, ces gens-là. Puis ils sont très humbles, ils n'affichent pas nécessairement ouvertement le travail qu'ils font, mais je pense que si on a connu un si grand succès avec la conférence internationale, c'est en bonne partie parce qu'il y a des associations d'usagers qui ont vraiment été contributifs là, dans le succès de ça. Sur le plan canadien, évidemment, ça nous a permis, nous, de nous rapprocher aussi d'abord du cabinet de la ministre Philpott. Puis aujourd'hui, je tiens à le dire, on est reconnu maintenant comme un incontournable quand ce cabinet-là, quand le cabinet de la ministre, maintenant qui est la ministre Petitpas, a besoin de faire des consultations privées ou autrement, on est devenu comme un premier référent pour eux. Alors ça, c'est un gain qui est assez énorme. Alors, évidemment, avec le CCDUS, avec lequel on avait déjà beaucoup de liens, le réseau juridique canadien VIH-Sida, le Canadian Drug Policy Coalition. Alors, ça nous a permis, nous, de créer des réseaux là, avec des organismes canadiens. Sur le plan international, bien, écoutez, à la conférence internationale, il y avait 1100 délégués de 75 pays dans le monde. Alors, là, il y a eu de nombreux contacts qui ont été faits. Comme on était l'hôte de l'événement, c'est pas parce qu'on était intéressant, mais on était presque un incontournable pour eux. Ils se sentaient obligés de venir nous saluer. Alors, pour nous, ça a été une occasion extraordinaire là, de créer là, des liens, des ponts avec des organisations comme, évidemment, Harm Reduction International, mais l'International Drug Policy Consortium ou le Global Commission on Drug Policy, Médecins du Monde. Alors,
évidemment, nos vis-à-vis de la francophonie. Pour nous, ça a été une occasion là, de rayonner extraordinaire et j'ose espérer que ça a été la même chose pour tous ceux qui ont gravité de près ou de loin là, dans l'organisation et je sais que beaucoup ont profité de la venue de cet événement-là pour eux aussi organiser des rencontres en privé, faire des liens, réseauter. Alors, ça a été extrêmement riche, je pense, là, pour beaucoup d'organismes québécois. Alors, visibilité, je pense, immense pour le Québec, pour le Canada aussi, qui, au même moment, avait annoncé son projet de légalisation du cannabis. Et ça, c'est très, très intéressant pour l'international. Vraiment, les projecteurs ont été sur le Canada là, de façon importante là, pendant toute cette période-là. Ils vont continuer probablement à l'être jusqu'à l'entrée en vigueur de ce projet de loi-là. Bon, les retombées pour les services, évidemment, là, je ne veux pas du tout être prétentieuse, je ne prétends pas du tout que la conférence ou le sommet ou l'IDQ a eu quelques mérites là, dans tout ça, mais il reste que tout ça est arrivé en même temps qu'il y avait une crise des opioïdes au Québec, en même temps qu'il y avait un projet de légalisation du cannabis. Et tout ça mis ensemble, je pense que ça a exercé quand même une forme de pression sur le politique pour faire des annonces. Alors, les sites d'injection supervisés, on les attendait depuis 10 ans, de façon plus immédiate depuis 1 an. Et je pense que c'est la conférence internationale et le sommet francophone qui ont exercé la pression finale pour que la fameuse annonce soit faite là, quelques jours avant la conférence. Alors ça, on ne peut pas le nier que des événements de cette envergure-là exercent une pression sur les politiques. Et c'est sûr que s'il n'y avait jamais eu de travail de terrain fait avant au Québec, on n'aurait jamais eu d'annonce de site d'injection supervisé. Mais tout le travail était là. Je pense qu'il ne restait que la petite pression du politique pour que cela aboutisse. Et je pense que ces 2 événements-là ont fait le travail qu'il fallait. Aussi, accès facilité à l'analoxone Narcan. Je pense que dans le même moment, les choses ont débloqué d'une certaine façon. Encore une fois, je ne veux pas prendre le crédit ni pour la conférence ni pour rien d'autre de tout ça, mais il y a là une émulation, je dirais, là, une pression exercée par des événements extérieurs qui font que les choses aboutissent. Une sensibilité maintenant, je pense, plus grande aussi à la nécessité d'introduire le drug testing, l'analyse de substances. On n'en parlait pas du tout là, de ça il y a encore 1 année. Puis là, tout à coup, on entend souvent cet enjeu-là, soit dans les médias ou autrement. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une visibilité beaucoup plus importante, une forme de dynamisation, de mobilisation, à la fois au sein des autorités de santé publique, des organismes de réduction des méfaits et des associations des personnes utilisatrices de drogue, et tout ça a été extrêmement bénéfique. Je pense qu'il y a, depuis 1 année, au Québec, des choses extrêmement intéressantes qui se passent dans le secteur, et moi, je suis convaincue que la conférence et le sommet ont eu quelque chose à voir là-dedans. Alors, les retombées pour les pays francophones partenaires, bien, écoutez, là, je reviens aux pays francophones. C'est sûr que, suivant le sommet était tellement un beau succès qu'il y a une volonté affirmée là, de créer un espace francophone de collaboration, de partage, de connaissances et de bonnes pratiques. C'est je pense, clairement maintenant inscrit dans nos agendas. Il y a un premier résultat de cet engagement qui est la création d'une nouvelle revue qui s'appelle, vous l'avez ici, Addiction, Recherche et Pratique. Je dois dire qu'au Québec, c'est un partenariat qui associe aussi le risque, l'équipe du risque. Là, Joël Tremblay est dans la salle avec Jean-Marc Ménard, les 2 co-directeurs du risque, qui sont partenaires dans la production de cette revue-là. Alors, ce sont des collaborateurs c'est une initiative de la Fédération Addiction en France, mais les collaborateurs viennent de la Suisse, de la Belgique et du Québec. Et un numéro par année sera produit sur des thématiques. Le premier était évidemment en lien avec la venue de la conférence internationale et du sommet
à Montréal. Donc, on a parlé de réduire les risques. Le prochain numéro qui va paraître en décembre cette année va porter sur le savoir expérientiel des pairs, et etc., etc. Il est question que le numéro de l'an prochain porte évidemment sur les enjeux de régulation, là, légalisation, etc. Alors ça, c'est une résultante très concrète là, du travail entre pays francophones. Évidemment, un engagement à unir nos voix de façon solidaire pour mieux s'engager à promouvoir les approches de réduction des risques, aussi les droits humains. Alors, je pense que ce réseau-là, qui n'est pas une coalition encore, mais qui veut être, disons, plus présent dans des événements majeurs où des décisions éventuellement peuvent influer la façon d'organiser les services. Je pense que ce groupe-là a cette volonté d'être une voix parmi d'autres. Une plus grande reconnaissance de la réalité francophone à l'intérieur de HRI. Je pense que ça a été ce mérite-là, c'est-à-dire que Harm Reduction International a été intéressé par la candidature de Montréal parce qu'il y avait cette préoccupation francophone qui accompagnait la candidature. Et j'espère que cette préoccupation-là va demeurer dans les prochaines éditions de HRI. On verra pour la suite. Évidemment, nous, on a maintenu nos liens. Hein, les pays francophones, on continue là, régulièrement à se skyper, là, parce que c'est par Skype qu'on se rejoint le plus souvent, mais aussi via nos réseaux sociaux. Alors, le sommet francophone, il y a quand même eu 200 participants, dont 30% provenaient, qui étaient hors Québec, ce qui est assez intéressant quand même pour une première édition. Un taux de satisfaction des participants qui atteignaient plus de 90%, puis il y a 50% des participants qui ont pris la peine de compléter leur petit formulaire, ce qui est extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et atteindre des taux de satisfaction de ce niveau-là non plus. J'avoue que je n'ai pas beaucoup vu ça dans ma vie. On a eu la chance d'avoir une rencontre privée, là, les dirigeants là, des associations professionnelles avec le directeur national de santé publique et la ministre déléguée à ce moment-là. On voulait présenter, pas cette coalition-là, je ne veux pas appeler ça une coalition, mais au moins leur dire l'intérêt que les pays francophones avaient à continuer à travailler ensemble, puis le soutien qu'on avait besoin du ministère pour que d'autres initiatives puissent voir le jour. Et ça a été bien accueilli, on verra pour la suite, mais disons qu'on a quand même fait une rencontre politique. Et il y a des discussions actuellement là, autour d'un projet de deuxième sommet francophone qui aurait lieu en 2019. Et là, c'est la Suisse là, qui est sur les rangs. Or, encore une fois, je veux réitérer le fait que moi, j'ai trouvé ça extrêmement valorisant et enrichissant de travailler avec l'international. Et même si ça a été énormément de travail, là, je recommencerai n'importe quand. Alors, c'est très rassurant de travailler avec l'étranger parce que ça nous permet de nous comparer. Puis quand on se compare, on dit tout le temps qu'on se console, puis c'est vrai. On ne fait pas si mal les choses au Québec, bien. Et au contraire, en tout cas pour les pays francophones, le Québec est très envié. On nous envie, on pense qu'on fait mieux les choses qu'eux. On est réputé pour notre culture d'évaluation, notre culture de résultats, notre culture aussi de collaboration très, très étroite entre la recherche et la pratique. Et ça, c'est très envié, notamment par les pays européens. Donc, ça n'a été que positif. Comme je le dis, je recommencerai n'importe quand. Alors, merci beaucoup. Merci.